losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour parler bien entendu de mes petites lectures de la semaine. Voici ce que ça représente, donc on a un peu de tout, il y a une BD, il y a un manga et tout le reste ce sont des romans, donc on va passer tout cela en revue. Installez-vous bien confortablement, nous allons démarrer. Je vais commencer par le manga, donc c'est le tome 3 du Maître des livres de Umiharu Shinohara, petite série que j'aime vraiment beaucoup qui se passe du coup dans une bibliothèque où on va suivre le personnel de cette bibliothèque et les personnes qui viennent aussi emprunter les livres. Il y a un petit groupe de réguliers qu'on va apprendre à connaître. C'est vraiment super chouette, c'est très sympa. On a aussi la découverte de petits livres parfois dans certains tomes. Dans le tome 3, il n'y avait pas cela, mais je suis en train de lire le 4 et là on va parler de la petite sirène qui vont être lus par deux petits enfants. Donc c'est sympa aussi de voir cet élément-là régulièrement dans cette série. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose que moi personnellement j'aime beaucoup. Alors c'est un manga où il y a beaucoup de textes, donc on en a pour son argent. En achetant cette série, il y a quand même pas mal de lectures. On a des petits personnages très attachants, on a une ambiance de bibliothèque avec un bibliothécaire qui est légèrement grincheux et on apprend de plus en plus sur toutes les personnes qui interfèrent dans cette bibliothèque, leurs histoires de famille, leur passé, leurs amis, leurs problèmes, leurs espoirs. Bref, c'est vraiment très sympa à suivre et moi je passe toujours un bon moment. Donc je suis qu'au début de cette série évidemment, vu que j'ai lu le tome 3 et là je suis en train de lire le tome 4, donc j'ai encore du pain sur la planche. Je sais pas exactement combien de tomes il y a, mais il y en a déjà quelques-uns de sortie, mais c'est une série que j'aime beaucoup et que je savoure à chaque lecture. Pour ce qui est de la BD, j'ai lu celui-ci qui est le tome 4 du clan des Otori, les neiges de l'exil. C'est d'après les romans de Liane Horn. Ici on est aux éditions Gallimard et c'est fait par Benjamin Bachelier et par Stéphane Melchior.
C'est une série que j'aime beaucoup et que je suis très assidûment. Dès qu'il y a un tome qui sort, je l'achète et je le lis immédiatement, donc je suis tout à fait à jour. C'est tiré, comme je l'ai dit, des romans de Liane Hearn, Le Clan des Otari, qui est une de mes séries préférées dont je vous parle assez régulièrement, donc je vais pas vous en remettre une couche. Vous savez maintenant que j'adore cette saga, que c'est une de mes préférées, et donc j'ai beaucoup de plaisir à les redécouvrir via le biais de la bande dessinée. Alors les dessins sont assez spéciaux, c'est comme ceci. Donc c'est quand même très expressif. Au niveau de la palette des couleurs, on a des couleurs assez flashantes, assez peps, bien affirmées. Mais je trouve que ça colle très très bien à l'ambiance de ce récit, de cette histoire. Donc voilà, j'apprécie beaucoup et du coup voilà, j'ai pu lire le 4e tome. Maintenant j'attends comme d'habitude la suite. On avance bien, c'est quand même très fidèle au roman, donc si vous avez envie de découvrir cette saga mais que vous n'avez pas envie de vous faire tous les tomes existants, sachez que la BD est là. Je passe maintenant au roman et j'ai lu Les Indiscrétions d'Hercule Poirot de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu d'Agatha Christie et j'avais envie de m'y replonger. D'ailleurs j'en ai lu un et je m'en suis racheté 2 alors que j'en ai déjà plusieurs qui attendent dans ma palle, mais voilà, dès que j'en lis un, j'ai envie d'en avoir plus. On ne cherche pas à comprendre, mais du coup voilà, j'ai terminé celui-ci qui était bien sympathique. Donc dans cette histoire, on va suivre la famille Abernethy qui est touchée par le deuil. Il y a eu un décès dans leur famille. Le personnage de Richard Abernethy est décédé dans son sommeil. Apparemment c'est une mort tout à fait naturelle. En tout cas les funérailles se passent, la famille est touchée par ce deuil et le truc c'est que à un moment donné il y a une des membres de la famille, une tante comme ça, un petit peu spéciale, un petit peu à côté de la plaque généralement, en tout cas qui est connue par ses propos assez loufoques, qui va insinuer, en tout cas qui va affirmer que en fait cette mort n'est pas naturelle. Donc tout le reste de la famille va être assez surpris et choqué. Et bon, ça va pas aller plus loin parce que cette tante est un petit peu spéciale, donc tout le monde pense que voilà, elle a sorti quelque chose sans queue ni tête comme d'habitude. Et le truc c'est que quelques jours plus tard, eh bien cette tante va être assassinée de manière très violente. Et du coup, eh bien la question se pose, est-ce que ces propos précédents étaient du coup justifiés? Et il y a une enquête qui va être menée. Cette enquête va être faite par Hercule Poirot, bien entendu, et donc on va suivre tout ça. Ça c'est pour la petite histoire, le petit résumé. Et comme d'habitude, voilà, j'ai passé un bon moment de lecture avec les Agatha Christie. On n'est jamais déçu, c'était agréable. J'ai bien aimé l'ambiance du roman, j'ai bien aimé me retrouver dans cette famille un petit peu en huis clos, avec tous les membres de la famille qu'on va bien prendre le temps de découvrir tous leurs petits secrets, etc. Alors la présence d'Hercule Poirot arrive vraiment sur le tard. Il faut attendre un bon moment avant qu'il arrive, donc ça m'a un petit peu surpris. Généralement il arrive enfin j'ai pas lu tous les Agatha Christie, mais généralement il est là quasiment au début. Ici il faut, si je me rappelle bien, il faut quand même lire une centaine de pages avant que Hercule Poirot arrive, et il reste quand même assez bien en retrait de cette affaire. D'habitude il s'implique plus, là il reste vraiment en retrait. Donc voilà, ça m'a un petit peu perturbée, même si le terme est un petit peu fort, mais bref, ça a un petit peu changé de d'habitude. Ça n'a pas empêché ma lecture, bien entendu. L'intrigue est bien menée, la psychologie des personnages est très travaillée. Je me suis pas du tout doutée de qui était le coupable dans cette histoire, donc ça a été une surprise évidemment à la fin quand tout s'explique. Il y a juste aussi le titre que je trouve pas très judicieux, parce que quand j'ai lu ce titre, je m'attendais justement à ce que Hercule Poirot soit fort présent et du coup soit indiscret, alors que qu'il ne l'est pas. Il l'est beaucoup plus dans d'autres affaires que j'ai déjà pu lire, parce qu'il a ce petit côté à poser des questions parfois dérangeantes, mais il les pose quand même. Ici il est très très discret, aussi bien dans l'histoire que dans l'enquête, donc il y a juste
le titre qui n'est pas très en raccord, je trouve, avec ce récit, mais voilà, sinon très chouette moment, malgré tout bien sympathique. Alors j'ai également lu celui-ci qui est un 3e tome, c'est écrit par Éric Fouassier, c'est Le Bureau des Affaires Occultes et le titre ici c'est Les Nuits de la Peur Bleue aux éditions Le Livre de Poche. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, que je prends en poche parce que j'ai commencé avec les poches, mais qui est aussi évidemment disponible en grand format. En grand format, le 4e tome est déjà sorti, je pense. Si, oui, je pense que c'est le 4e tome. Donc moi, j'attends que la suite sorte en poche. Du coup, j'avais envie de me relancer dans cette histoire et de retrouver les personnages parce que c'est une ambiance que j'aime beaucoup et c'est des enquêtes, des affaires policières que je trouve très sympa à suivre. Donc, en gros, ici, on va retrouver l'inspecteur Valentin Verne qu'on suit depuis le début, qui va être appelé parce qu'il y a des problèmes à Paris. Donc ici, nous sommes à Paris dans les années 1830 et il y a un gros souci parce que il y a apparemment une épidémie de choléra qui est bien présente, donc tout le monde vit dans la peur de cette maladie qui tue quand même pas mal de personnes et dans cette ambiance assez perturbante et assez glauque, en plus de cela il y a une série de meurtres qui va être commis. Des meurtres assez violents, assez brutaux et Valentin va être amené à enquêter sur cette affaire. Il va être accompagné de Aglaé qui est une jeune femme qu'il rencontre déjà dans le premier roman, je ne vous en dis pas plus, mais du coup ils vont former un petit duo pour régler cette enquête et essayer de retrouver ce tueur en série du coup qui sévit dans Paris. Voilà pour le récit, l'histoire de ce 3e tome, donc je vais pas vous en dire plus, mais je vous recommande grandement cette série qui est très sympa. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage de se retrouver à Paris dans les années 1800, c'est très bien fait, le cadre est vraiment bien placé, c'est très agréable à lire, on sent vraiment cette ambiance et cette atmosphère, donc pour ça c'est très très bien fait. Alors il faut absolument les lire dans l'ordre évidemment parce que on va suivre le personnage principal qui est Valentin Verne et aussi plein d'éléments liés à son passé. D'ailleurs ici on va découvrir de nouveau plein de choses concernant son passé, sa naissance, etc. Qui il est exactement. Parce que il a eu une enfance très difficile. Je reste dans le flou comme ça si vous voulez le découvrir, vous n'avez pas trop d'informations, mais du coup voilà, il y a beaucoup d'éléments rattachés à ce personnage là et du coup c'est très important de les lire dans l'ordre et de commencer avec le premier tome bien entendu. Donc voilà, très sympa, la plume est très agréable, ce sont des petits chapitres courts, ça se lit tout seul, c'est vraiment fluide, l'intrigue était sympa même si à un moment donné j'ai quand même eu un petit doute et qui s'est vérifié exact. Alors dans les précédents tomes, le 1 et le 2, c'était plus des affaires justement liées à l'occulte, vu que Valentin Verne gère un bureau qui est donc le bureau des affaires occultes, c'est lui qui gère de ce département. Et ici, c'est une enquête entre guillemets plus terre à terre avec ce tueur en série. Il n'y a pas vraiment de thématique occulte qui intervient ici, mais bon ça c'est un détail, ça m'a pas vraiment gêné parce que j'ai beaucoup apprécié retrouver les personnages de Valentin, de Aglaé et aussi d'autres petits protagonistes qu'on avait déjà rencontrés précédemment, donc c'était bien sympa, je vous recommande. Alors c'est pas spécialement glauque, si vous aimez tout ce qui est policier, mais il n'y a pas de sang qui gicle vraiment et les scènes ne sont pas décrites à l'extrême, donc si vous êtes un peu sensible ou des choses comme ça, je pense que vous pouvez quand même tenter l'expérience parce que il y a rien, il n'y a pas de scène vraiment décrite à l'extrême, c'est simplement cité, mentionné sans davantage de détails macabres, donc voilà, ça reste quand même pour un public assez vaste à ce niveau-là, mais c'est très sympa. Donc voilà, très très chouette lecture avec ce 3e tome. J'ai également lu et terminé celui-ci qui est Post-Mortem de Patricia Cornwell aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que je vous l'avais montré la semaine passée que c'était ma lecture en cours. Oui, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai très envie de lire du policier, thriller, roman noir, etc. Pour l'instant, c'est vraiment un truc qui me fait envie et du coup j'ai un petit peu plus plongé dans ce domaine et du coup il y a les Patricia Cornwell que je pense tout le monde connaît.
actuellement. Donc j'en avais déjà lu un ou deux il y a plusieurs années et j'avais bien aimé, mais en fait c'était absolument pas dans l'ordre et je me suis dit mais pourquoi pas me faire toute la série et du coup la commencer dans l'ordre pour suivre les enquêtes du docteur Kay Scarpetta et vraiment lire ça correctement. Donc voilà, je m'étais acheté le premier tome qui est post-mortem et je l'ai dévoré. Ça aussi évidemment ça se lit très bien. Le Patricia Cornwell c'est une valeur sûre. Je pense dans le domaine du policier, c'est la référence. Donc j'ai pu découvrir cette histoire et c'était très sympa. Donc dans ce livre, eh bien on va évidemment suivre le docteur Kay Scarpetta qui est médecin légiste et qui du coup travaille avec des enquêteurs, avec la police. Concernant des meurtres ou des choses comme ça. Et nous sommes là en Virginie et il y a une affaire parce qu'on découvre des femmes qui ont été torturées, qui ont été violées et ensuite tuées. Une mise en scène assez brutale et violente. Elles ont voilà subi beaucoup de choses extrêmement violentes et on a ce tueur qui semble insaisissable, qui ne laisse quasiment pas de traces. Et du coup, Kay Scarpetta va essayer de retrouver ce tueur, elle va enquêter là-dessus et on va suivre cette affaire. Ça c'est pour l'intrigue, donc au final c'est une intrigue assez simple, hein, un tueur en série qui tue des femmes, on n'a pas beaucoup d'indices et on essaye de le retrouver, mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très très bon moment avec cette histoire, c'était très sympa à suivre. Je trouve que la thématique du tueur en série elle fonctionne bien avec moi, donc j'ai apprécié. Après, si vous n'aimez pas les histoires de tueurs en série, je vous dirigerai pas vers ça, bien entendu. Mais comme moi, ça fonctionne bien, ça m'a un petit peu rappelé la série Esprit criminel que je viens de terminer. C'est un peu cette ambiance avec, un léger parallèle, on s'entend, hein, mais avec cette idée de tueur en série, de essayer de le comprendre, essayer de le stopper et essayer de trouver des indices évidemment pour le retrouver. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai bien apprécié l'ambiance, j'ai bien apprécié l'enquête. Alors le dénouement m'a surpris parce que c'était impossible aussi de nous-mêmes essayer de retrouver le coupable avec les éléments qu'on nous avait donnés. Donc, allez, d'habitude, c'est vrai que le plus souvent, on côtoie l'éventuel coupable dans les histoires criminelles et ensuite on nous désigne, voilà, c'était cette personne. Comme dans le Agatha Christie, on était avec plusieurs personnages et le coupable était évidemment un des personnages qu'on avait déjà rencontré. Ici, c'était pas le cas. Après, moi, ça me dérange absolument pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, en même temps qu'ils lisent, essayer de retrouver les pistes et de trouver qui est le coupable. Moi, j'avoue que s'il y a certains éléments qui concordent et je me fais « Ah tiens, c'est possible que ce soit celui-ci », je le garde en tête mais je continue ma lecture sans plus me formaliser à ce sujet. Donc ici, voilà, moi j'étais pas lancée dans une enquête pour me dire ah mais c'est peut-être cette personne parce qu'il y a tel et tel indice. Donc voilà, ça m'a pas gênée. Après peut-être que ça pourrait gêner des personnes qui ont l'habitude de rechercher les indices, mais bon, à voir. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment très chouette. J'ai bien apprécié l'ambiance. Alors il y a des petites choses qui sont dépassées. Je pense que c'est un livre qui date des années 90 et on va nous parler de technologie, d'ordinateur, de programmes, etc. Et c'est complètement dépassé évidemment. Moi ça m'a pas dérangé parce que ça ajoute un petit charme au livre de se replonger un petit peu comme ça aux anciennes méthodes informatiques et à l'ancien matériel informatique. Donc voilà, très sympa, très très chouette moment passé. J'ai apprécié retrouver le personnage de Kay où ça faisait plusieurs années que je ne l'avais plus retrouvé et j'ai très envie de poursuivre et de lire la suite. J'ai déjà le tome 2, j'ai acheté le second tome pour pouvoir me replonger assez rapidement dans la série et peut-être essayer de, je sais pas, j'ai pas encore prévu de planning mais peut-être me dire que je lis un tome tous les mois pour avancer un petit peu parce que je pense qu'il y a déjà 30 tomes ou plus de sorties concernant les Kay Scarpetta, donc j'ai du pain sur la planche.
J'ai aucun planning encore en tête, je sais juste que je voudrais avancer dans cette série. Le truc c'est que c'est pas la seule série dans laquelle je souhaiterais avancer. Il y en a encore d'autres, je les avais déjà mentionnées je pense dans la vidéo de dimanche passé. Mais il y a aussi tous les Karine Slaughter, je ne sais pas comment on prononce. Il y a l'Elisa Garner aussi que je voudrais lire complètement. Donc voilà, il y a quand même plusieurs sagas, plusieurs séries. Il y a aussi tout ce qui est Preston et Child que je voudrais également avancer. Bref, j'ai du pain sur la planche et j'ai aucun planning encore de près. Je sais pas si je me laisse porter selon mes envies ou si je mets un truc un peu plus structuré avec chaque mois avancer dans les séries que je veux. Je sais pas du tout. Bref, nous verrons. Donc je passe à ma lecture suivante. J'ai terminé celui-ci juste hier. C'est donc L'été meurtrier d'Oxford. C'est le 9e tome. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Crime glacé de H.Y. Anna aux éditions City, mais ils existent aussi en auto-édition. Donc ça, c'est une des séries Cozy Mystery que je préfère. Je vous ai fait une vidéo concernant mon top Cozy Mystery. Je vous remets un petit i à gauche, à droite, je sais jamais où il se place. Mais du coup, j'ai avancé dans cette série parce que on est au tome 10, donc je voulais un petit peu me mettre à jour. Surtout que maintenant, ils ont décidé de les sortir par deux. Donc la suite, je suppose qu'on aura directement en même temps la sortie du tome 11 et du tome 12. Donc du coup, ça accélère un petit peu le rythme et je voulais être un peu plus à jour. Donc j'ai lu le 9e tome et c'était super sympa. Je vous ai déjà parlé plein de fois évidemment de cette série si vous me suivez depuis un petit moment. On suit toujours Gemma qui tient un salon de thé dans un petit village tout près de Oxford. Elle tient ce salon de thé avec sa meilleure amie. Elle a un petit chat qui s'appelle Muesli qui l'accompagne dans toutes ses péripéties et Gemma a l'habitude de tomber sur des cadavres. Donc la vie dans ce petit village près de Oxford n'est pas aussi tranquille qu'il n'y paraît. Et dans ce récit ici, en fait, il y a une nouvelle émission de télé-réalité qui va débarquer pour être filmée. Donc on va faire la recherche de nouveaux talents qui vont pouvoir se présenter face à des jurys et être sélectionnés pour évidemment atteindre la première place. Donc on a plusieurs personnes qui sont déjà sélectionnées et qui sont en train de concourir dans ce show de télé-réalité. Et en fait on va s'adresser à Gemma pour fournir justement à manger. Donc les petits scones, etc., les petites pâtisseries qui sont fort appréciées. Donc on va l'engager pour ce service, pour cette prestation. Du coup, elle va être souvent amenée à rejoindre le plateau télé où tout est filmé, rencontrer les différents candidats et évidemment, à un moment donné, on va retrouver un cadavre, le cadavre d'une femme. Une des concurrentes qui, en plus, avait beaucoup de chances de gagner. Donc voilà, de nouveau, Gemma va enquêter. On va retrouver les vieilles chouettes. Si vous connaissez la série, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous recommande de lire depuis le début, évidemment, pour bien saisir tous les enjeux et suivre évidemment l'historique des personnages parce qu'on en apprend de plus en plus. On a plusieurs personnages. Comme je l'ai dit, il y a la meilleure amie de Gemma, il y a aussi sa mère qui intervient, on a son petit chat, elle a aussi son amoureux qui est inspecteur de police, donc qui est aussi enquête sur les affaires qui se présentent. Donc voilà, je vous recommande de nouveau de lire dès le début et ici Gemma va enquêter. Et c'était de nouveau très sympa, c'est des livres qui se lisent très vite, ça fait 325 pages environ, c'est très aéré au niveau de la mise en page, c'est très sympa. Donc ça j'ai lu très très vite hier soir. Et à chaque fois je passe un super moment parce que c'est très agréable. L'intrigue était bien menée parce que là je me suis pas doutée du tout du coupable. Il y avait plusieurs pistes, il y avait plusieurs potentiels candidats pour ce meurtre. Mais voilà, ça a été une surprise et c'est super sympa. C'est plein de gourmandises, il y a des personnages attachants, il y a de l'humour. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans un petit Cozy Mystery bien sympathique, je peux vous diriger vers celui-là. Alors j'ai également lu celui-ci qui est magnifique. Il est absolument splendide, c'est donc Délivrez-nous du bien de Joanne Samson aux éditions Monsieur Toussaint Louverture qui fait des livres absolument magnifiques.
C'est donc un livre qui me tentait beaucoup, je l'ai acheté à sa sortie, donc ça fait pas longtemps qu'il est dans ma palle. Je suis assez fière et il faisait partie de ma palle du printemps, donc voilà, il est sorti de cette palle. Encore un livre en moins, on arrive à plus ou moins à la fin du printemps, hein, vu qu'on est en juin. Donc ça se clôture doucement, même si au niveau du temps, on n'a pas vraiment vu de printemps, mais ça c'est autre chose. En tout cas, au niveau des lectures, j'ai pu avancer. Et pour cette histoire, eh bien, nous sommes à Harlow, qui est une petite ville assez tranquille, assez paisible et rurale. Et on va suivre plus précisément un couple qui sont Mim et John, les Moore, qui vivent à l'écart dans leur ferme sur la terre de leurs ancêtres. Ils ont une petite fille, ce sont des gens assez simples au final, hein, qui vivent de leur terre depuis des générations et des générations. Ils ont leur ferme avec leur petite fille de 4 ans et la grand-mère, la mère de John, qui vit avec eux aussi. Et tout va bien, tout se passe bien jusqu'au jour où il y a un nouveau personnage qui va arriver en ville. Ce personnage, c'est un commissaire-priseur qui s'appelle Perley Dunsmore. Et ce personnage va complètement chambouler toute la vie des habitants du village, de la petite ville. Ce commissaire-priseur va commencer à organiser des enchères. Ce sera fait avec l'aide du shérif, étant donné que ces enchères vont servir à justement soutenir la police, mieux l'équiper, etc., afin qu'elle puisse protéger les habitants des dangers des grandes villes qui pourraient éventuellement se rapprocher de la ville. Évidemment, eh bien, ces enchères, pour les démarrer, on va demander aux habitants s'ils n'ont pas des vieilles affaires dont ils ne se servent plus, pour justement être des lots pour ces enchères. Donc tout le monde va donner. Et le truc, c'est que les enchères vont continuer et à chaque fois, on va leur demander de plus en plus. Voilà pour le résumé, je n'en dis pas plus, mais voilà l'ambiance en tout cas de cette histoire et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment très bon comme lecture. Alors on est plus dans un roman noir, je pense, mais qui est vraiment très bien fait. On va parler de plein de choses, des choses très intéressantes comme la perte d'identité. Ça va parler de violence, ça va parler de famille, ça va parler aussi de dépossession, ça va parler de capitalisme, ça va parler de la société, ça va parler d'arnaque, ça va aussi parler de manipulation. Donc il y a quand même plein de thématiques fort intéressantes dans ce petit livre finalement qui fait à peine, qui fait même pas 300 pages. Alors au niveau de la mise en page, c'est assez serré, hein, vous voyez, il y a du texte, il n'y a pas beaucoup de marge, il n'y a pas beaucoup d'interlignes, mais franchement ça se lit tout seul. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, j'ai beaucoup apprécié. Ce sont des thématiques qui sont fort intéressantes et qui font réfléchir. Je trouve que c'est vraiment très bien amené. J'ai beaucoup apprécié aussi l'ambiance qui est très rurale, qui a un aspect paysan qui est fort présent. Moi j'ai beaucoup aimé. La plume, elle est vraiment top, elle est très juste, elle est précise. On est lancé dans cette histoire, on est plongé. J'ai beaucoup aussi aimé les personnages. On va passer beaucoup de temps évidemment avec Mim, John et leur famille, mais ce sont vraiment les personnages qui vont le plus interagir. Et j'ai beaucoup apprécié leur psychologie. J'ai beaucoup apprécié les suivre face à cette situation nouvelle et à toutes les difficultés que ça va engendrer. Non, c'était vraiment très bien fait. C'était une belle surprise. Je savais pas trop vers quoi j'allais aller. Je voulais pas trop en savoir non plus. Donc je me suis un peu lancée à l'aveugle dans ce titre et je regrette absolument pas parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Donc n'hésitez pas à tenter si ça vous intéresse. Alors j'ai également avancé dans la série de l'épouvanteur. Donc j'ai lu La revanche de l'épouvanteur de Joseph Delaney, qui est donc le 13e
quatrième tome de cette série. Je m'approche tout doucement de la fin. J'ai pu faire cette lecture que j'ai beaucoup appréciée. Je vous en parle depuis un petit moment vu que j'avance dans cette série. C'était très sympa. Ici, on retrouve justement le personnage de Tom. Je vous avais dit que pour les précédents, Tom n'était pas présent et du coup, ça faisait du bien de le retrouver. On va retrouver aussi Alice. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce 13e tome. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein de rebondissements et il y a plein de choses qui arrivent, des choses dramatiques. Enfin, je vous en dis pas plus évidemment, mais il y a plein d'événements qui arrivent et du coup, je suis très très curieuse de lire la suite au vu de ce qui s'est passé dans le tome 13. Donc j'ai le 14 ici, vu que c'était un emprunt de bibliothèque. Donc je peux tout à fait continuer sur ma lancée et lire le 14, ce qui est prévu dans le courant de la semaine de toute façon, parce que voilà, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer pour Tom, pour Alice et pour tous les enjeux qu'il y a autour. Oui, il se passe énormément de choses. Donc voilà, une petite série que, une fois n'est pas coutume, je vous recommande, qui est très sympathique, qui s'adresse plutôt à de la jeunesse de base, mais moi je l'apprécie en tant qu'adulte. Alors oui, il y a des répétitions à chaque tome sur ce qui s'est passé précédemment, mais après je trouve ça assez bien aussi, dans le sens où si on avait laissé un peu de temps entre la lecture des différents tomes et qu'on se rappelle plus de tout ce qui se passait précédemment, eh bien on a quand même un petit rappel. Après, pour les personnes qui comme moi les lisent les uns quasiment à la suite de l'autre, ça fait répétition vu que j'ai bien en tête ce qui s'est passé dans le tome précédent ou le tome encore avant, mais voilà, je trouve que c'est quand même un avantage qu'il y ait malgré tout un petit rappel pour mieux se situer si jamais on a des petits doutes, comme ça au moins on n'est pas perdu. Mais donc voilà, très très bonne lecture. Et je vais terminer par malheureusement un abandon qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ça, mais c'est celui-ci. C'est donc Les Derniers Jours de Cléopâtre de Terence Moix aux éditions Hervé Chopin. J'ai lu quasiment la moitié, j'ai lu 45%. Et en fait, je m'ennuyais. Depuis le début, quasiment, j'avais lu 50-60 pages et j'étais pas emballée plus que ça, mais je me disais, avance un petit peu plus dans le récit, sans doute que ça va commencer à apprendre et que j'allais davantage accrocher, mais en fait pas du tout. Quand j'ai quasiment atteint la moitié, je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter là parce que je ne passe pas un bon moment avec cette lecture, je n'ai pas envie d'y retourner et quand je la lisais, je me forçais en fait d'avancer dans cette lecture et la plupart du temps je lisais en diagonale, donc je me suis dit ça ne sert à rien en fait de faire ça, c'est que ce livre ne me convient pas. Du coup j'ai décidé de l'arrêter, ce qui est très dommage parce qu'il est vraiment magnifique, il a un beau jaspage en plus noir sur la tranche et ça parlait de Cléopâtre, donc c'est l'Antiquité, c'est une époque qui moi m'intéresse énormément, c'est un roman historique, donc je pensais tellement passer un bon moment, mais en fait ça l'a pas fait du tout. Donc voilà, c'est assez dommage. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi, bon déjà le style est extrêmement vieillot au niveau des phrases, mais bon ça c'est un détail parce que si l'histoire est intéressante et prenante, franchement c'est pas quelque chose qui d'habitude me gêne, mais ici comme j'ai pas accroché au récit, c'est un truc qui a alourdi encore plus ma lecture. Alors on va passer du temps il est coupé en livres. Le premier livre est consacré à Cléopâtre et on se trouve au moment où Marc-Antoine a quitté la reine Cléopâtre, il lui a laissé 2 enfants, elle a encore un enfant qui est Césarion de Jules César qu'elle a eu avant ça, donc on est à cette période et en fait qui est une période intéressante avec plein d'enjeux politiques au vu des puissances que sont ces pays. On a quand même Rome et l'Égypte, on a des personnages emblématiques comme Marc-Antoine, comme Cléopâtre, comme César, comme Octave, enfin Auguste, vu qu'il change de nom à un moment donné, mais à la base il s'appelle Octave. Et pendant tout le premier livre, on suit une Cléopâtre qui est pleurnicheuse, qui arrête pas de pleurer parce que Marc-Antoine l'a quittée, qui est une drama queen à l'extrême,
que je n'ai pas apprécié. Alors je comprends tout à fait que à la suite d'un chagrin d'amour, on peut avoir une petite baisse de morale et qu'on soit pas bien, hein. Ça c'est tout à fait, je le comprends entièrement. Je pense que tout le monde a vécu des déceptions amoureuses et c'est vrai que pendant ces moments-là, c'est pas facile. Mais à ce point-là, non, il faut pas abuser non plus, surtout que c'est un personnage qui est quand même fort, c'est une femme qui a dû se battre pour arriver où elle est. Et là, on a un personnage qui est vraiment diminué, qui est assez pathétique. Et ça dure. C'est pas quelques pages où on se dit voilà, elle a un coup de mou parce qu'elle est triste, parce que Marc-Antoine est parti retrouver sa femme. Non. Ça dure. Moi, ça m'a gonflé. Deuxième livre, là, on s'attache à justement Marc-Antoine, qui est décrit comme un ivrogne pleurnichard aussi. Ça pleure beaucoup dans ce livre, en tout cas au début. Voilà, il est rentré parce qu'on lui a demandé de rentrer et en fait là-bas il passe son temps à se saouler, à se balader dans toutes les maisons closes de la cité. Il s'intéresse pas à sa femme qui vient d'avoir une petite fille. Bref, il fait que pleurnicher alors que Marc-Antoine à la base c'est quand même un homme fort, un soldat. De nouveau, je comprends qu'on puisse avoir un coup de mou après un chagrin d'amour, mais là c'était trop de pleurnicherie et moi ça m'a exaspérée en fait. Donc je sais pas, peut-être que dans la seconde partie, ils se reprennent et on a quelque chose de plus intéressant. Mais moi, ça m'a coupé complètement mon envie de poursuivre. Ce qui est dommage parce que moi, j'aime beaucoup les romans historiques de base. L'histoire, c'est mes études, donc ça m'intéresse énormément. L'Antiquité, l'Égypte, Rome, c'est précisément mes études. Donc c'est une matière qui m'intéresse et que j'adore lire et que voilà, j'apprécie évidemment voir dans mes lectures, mais ici ça l'a pas du tout fait. Du tout. Donc malheureusement, moi je m'arrête ici. Voilà, ça c'était pour mes lectures faites cette semaine. Donc il y a quand même eu des très bonnes choses, hein, malgré le petit hic avec celui-ci. Sinon, je suis retournée à la bibliothèque et j'ai ramené 2-3 trucs. Alors j'ai pas ramené énormément parce que j'avais déjà des livres que j'ai pas terminés, donc j'ai pas repris 50 livres non plus, mais j'ai quand même pris celui-ci qui est 6 versions, qui est du coup Les Disparus du Wanshire. J'avais déjà lu le 2e tome. Ici apparemment c'est le 3e, mais on peut les lire complètement indépendamment Oups, il y a la pile qui glisse, voilà, ça a failli tomber. On peut les lire, on doit pas suivre le sens spécialement parce qu'à chaque fois c'est des autres affaires, des autres enquêtes. J'avais bien apprécié le second tome. Je sais pas pourquoi ils ont pas le premier tome à la bibliothèque, mais donc c'est pas grave. J'ai très envie de lire celui-là. C'est des petits livres assez fins. C'est quoi? C'est 300 pages? Non, c'est 270 pages à peine. Donc voilà, je suis très curieuse de continuer avec ce livre et ce petit format podcast qui est super intéressant. Je me suis également pris la suite de celui-ci qui est Immortality, a Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. J'ai lu le premier qui était Anatomy Love Story que j'avais vraiment bien aimé. C'était une belle surprise, je vous en avais parlé, donc je vais pas me répéter ici. Mais voilà, j'ai envie de poursuivre. J'espère que ce sera tout aussi sympathique évidemment. Et j'ai pris celui-ci qui est Wilder Girls de Rory Power aux éditions Robert Laffont. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais il est indiqué ici, ils nous ont dit d'attendre et de rester en vie. Une île sauvage, 3 amis inséparables, une descente aux enfers. Il est noté plus glaçant encore que Sa Majesté des Mouches, un huis clos féminin et féministe qui a fait frissonner l'Amérique de plaisir. Donc voilà, ça m'a donné envie de découvrir. Alors ça reste du jeunesse, donc je pense que ça se lira extrêmement vite également. Ça va pas me prendre des heures de lecture, mais il me tente bien. Donc voilà, ça c'est pour mes petits retours de bibliothèque. Et je me rends compte que je vous ai pas fait le point concernant mes lectures en cours. Donc je vais le faire maintenant. J'ai inversé le sens de d'habitude, mais c'est pas grave. Passons à mes petites lectures en cours. Alors je suis toujours dans le manoir de
Castle Cats, j'ai beaucoup de difficultés à dire ce titre que j'apprécie. Je suis ici, donc j'ai pas avancé des masses, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Je vais un petit peu mettre l'accent sur cette lecture parce que j'ai envie de le terminer pour la semaine prochaine. Donc je pense que je vais lire ça durant le week-end. Ça me semble tout à fait faisable de le terminer pour vous faire un avis pour dimanche prochain. J'ai également entamé Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. C'était le 3e projet secret. Moi je l'ai en version reliée. Je les ai tous en version reliée parce que j'avais envie de les avoir dans cette version et qu'il y a des très belles illustrations, mais ça je pense que c'est également dans le brochet, mais je sais pas, je trouvais que les reliés étaient plus jolis, mais bon, ça c'est une question de goût tout à fait. Alors je suis au chapitre 5, j'ai lu 71 pages, donc je suis au début, mais je n'ai aucune inquiétude parce que si c'est comme pour les 2 précédents, ça se lit extrêmement vite, et pour l'instant j'aime bien. Donc là on place les personnages, on place un petit peu l'univers, donc je vais découvrir tout cela un petit peu plus pour la semaine prochaine. Je sais pas si je l'aurai terminé pour la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres lectures dans lesquelles je voudrais avancer, mais je pense que j'aurai quand même bien avancé dans celui-là pour dimanche prochain. Nous verrons ça de toute façon. Oh, sinon, comme je vous l'ai dit, eh bien j'ai entamé Preston et Child, le grenier des enfers, qui est la seconde enquête de l'inspecteur Pendergast. J'avais lu Relique il y a un petit moment que j'avais vraiment bien aimé et du coup j'ai envie, comme je vous dis, de continuer des séries, thrillers, romans noirs, policiers, tout ça. Donc je me suis lancée dans celui-là, j'ai lu pas grand chose, je suis à 91 pages, mais ça se lit tout seul et on est bien dedans. L'enquête démarre sur des chapeaux de roue. Pendergast n'est pas encore là, mais on retrouve les personnages qu'on avait rencontrés dans le premier, à savoir Relique, donc c'est très sympa d'y retourner et celui-là je vais essayer quand même de le terminer pour la semaine prochaine. Oh, sinon je me suis replongée dans L'Assassin Royal de Robin Hobb, donc avec le 3e tome, La Nef du Crépuscule. Ici j'ai les éditions, j'ai lu, mais c'est les anciennes éditions, j'ai lu vu qu'ils ont refait des toutes nouvelles couvertures il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis à la page 3, au chapitre 3, page 59 et voilà, L'Assassin Royal. Si vous aimez la fantaisie bien faite, bien construite, vaste et prenante, eh bien lisez L'Assassin Royal. Je pense que je suis pas la première personne à vanter les qualités de cette série parce que tout le monde en parle et tout le monde a le même avis en disant que c'est génial. Moi je suis pas fort avancée vu que voilà, j'entame le 3e tome, c'est une saga qui est énorme, avec aussi d'autres sagas à intercaler, à savoir la série Les Naufragés. Les naufragés quelque chose ou les naufragés tout court, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bref, il y a aussi des choses à intercaler au bon moment, donc il faut quand même se renseigner un minimum, mais c'est génial. Du coup j'ai eu très envie de continuer, de poursuivre. Alors au niveau de la mise en page ici, c'est pas agréable, hein, je vous le dis tout de suite, vous voyez, c'est super dense. Et l'interligne est quasiment inexistant. C'est extrêmement condensé. Donc pour lire, c'est pas hyper confortable, mais l'histoire est tellement géniale que voilà, franchement c'est pas dérangeant. Je sais pas si pour les nouvelles éditions ils ont fait quelque chose à ce niveau-là. Sinon il y a aussi des intégrales qui existent. Donc là c'est peut-être plus confortable, mais du coup vous avez un pavé de quasiment 1000 pages. Donc voilà. À voir les préférences de chacun, mais ici l'histoire est tellement top que ça me pose pas de problème. Et aussi j'alterne avec la liseuse parce que j'ai le fichier aussi en e-book. Donc de temps en temps je mixe papier e-book où là je peux mettre un interligne évidemment sur ma liseuse. Et c'est top. Quel plaisir de retrouver Fitz et de retrouver cette ambiance et tous les problèmes qu'il y a dans ce royaume. Bref, c'est top, vraiment c'est génial. Je pense pas que je l'aurai fini pour dimanche prochain. Ça me semble trop ambitieux. Ou alors ça veut dire que je dois lire que ça
Et c'est pas ce que j'ai l'intention de faire. Ou sinon, j'ai commencé celui-ci qui est Philippe, Prince des Épines. C'est la série Les Princes de Disney aux éditions Hachette. Ça, c'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur. Donc, j'ai décidé de le commencer. Ça se lit extrêmement vite. Hein. Je suis au chapitre 2, je suis à la page 54 et ça équivaut déjà à ça. Il y a moins de 400 pages, il y a 300 et des pages. Donc ça, d'office, je l'aurai fini pour dimanche prochain. Et pour l'instant, j'avoue que j'aime bien. J'ai lu le prologue et le premier chapitre, mais j'aime beaucoup les messages et les réflexions qui sont déjà introduites. Donc je vais évidemment le continuer et très probablement vous en parler dimanche prochain. Comme je vous l'ai dit plus tôt, eh bien je suis en train de lire Le Maître des Livres, le 4e tome de ce petit manga. J'ai commencé, je suis juste là. Mais ça aussi, ce sera lu évidemment pour dimanche prochain, sauf s'il y a une grosse catastrophe qui arrive. Et sinon, en audio, je lis deux choses. Il y a celui-ci qui est Le secret du mari de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. De Liane Moriarty, j'ai lu 9 parfaits étrangers et l'autre, non, c'est pas Je c'était match. C'était l'autre truc avec l'histoire des mamans. Je me rappelle plus. Bref, si je retrouve, je vous mettrai ici en bas. Ah, mais peut-être qu'il est indiqué. Ben oui, Petit secret, grand mensonge, voilà. J'ai lu ces deux-là et j'aime vraiment bien. On est dans du thriller domestique avec Liane Moriarty et j'aime beaucoup cette ambiance en fait qui s'apparente à la vie de Madame Monsieur Tout le Monde avec plein de trucs secrets que les gens cachent. En fait, c'est un peu la vraie vie, hein. Et c'est tellement bien amené et ici je suis à fond dedans. J'arrive à la moitié de cette écoute. On a plusieurs personnages qui ont chacun des secrets ou des problèmes. Il y a pas mal de personnages quand même et pour l'instant je vois pas trop le fil rouge, le lien qui va tous les relier, mais je suppose que ça va arriver à un moment donné. Mais j'aime beaucoup cette ambiance et c'est vraiment bien fait, franchement. Je vous conseille Liane Moriarty, c'est très très sympa à lire, c'est très prenant. Donc si vous n'avez pas encore découvert, eh bien allez-y. Et seconde lecture audio, c'est celui-ci, Les Trônes Trahis de Nesrine Amari aux éditions Stardust, qui est un énorme pavé. Je suis au chapitre 7 à la page 55, donc au début, et pour l'instant ça m'a l'air bien sympathique. Ça va être une histoire de vengeance, de princesse, un ennemi maudit. J'espère que ça va pas tourner trop à la romance et à l'ambiance un peu trop cucu la praline, parce que moi c'est pas trop mon truc. J'aime bien quand ça reste assez cohérent et qu'on ne bascule pas trop dans la romance quand il y a un monde de fantaisie et des enjeux comme ça politiques, parce qu'ici on est dans une histoire où il y aura des enjeux politiques. Donc voilà, je suis très curieuse aussi de poursuivre et de découvrir la suite de ce récit. Voilà pour mes petites lectures en cours. Voilà, nous avons fait le tour, je pense, pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, évidemment. Je vous remercie, bien entendu, de votre présence, de toute votre gentillesse. Chaque dimanche et de semaine en semaine. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des petits commentaires concernant vos lectures, concernant les lectures dont je vous ai parlé. N'hésitez pas qu'on puisse un petit peu discuter comme habituellement. Je vais vous laisser là, je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.